Bosc, triptyque de la Consolation, l'épopée qui part des images du monde contemporain. C'est vraiment la politique de la langue, c'est vraiment le travail de la langue, et c'est peut-être ça qui fait acte d'affirmation révolutionnaire. Pas révolutionnaire dans le sens où il y aurait un programme révolutionnaire, où il y aurait des objectifs, il y aurait un idéal révolutionnaire, pas du tout ça. Où la chose est déjà actée, parce que le langage, énoncé, écrit, réalisé, il est également intégré, et donc on est déjà fait par la poésie, par le poème, tu vois. Et c'est ça qui me semble, d'un point de vue politique aussi, à rappeler. On voit aujourd'hui la pauvreté des discours politiques, c'est lamentable. Quand on compare par exemple au discours politique du siècle dernier, où il y avait vraiment une éloquence, où il y avait vraiment une précision, où il y avait vraiment de vrais discours politiques et de vraies émotions dans ces discours. Voilà. C'est alors que, bien à l'abri dans l'enveloppe matricielle, ma peau jusqu'alors plissée et translucide se couvre d'un vernis cireux, blanchâtre. Je suce mes doigts, je bois le liquide, mes cheveux et mes ongles poussent, mes os aussi. Leurs extrémités pivotent dans leurs capsules cartilagineuses, mes muscles gonflent. Je me couvre même des pieds à la tête d'un fin duvet. Mes paupières se bordent de cils blonds. J'ouvre les yeux dans le noir, je les referme. Noir extérieur, noir intérieur. Aux environs de la 33e semaine de la procréation, quand j'entends leur voix venue d'au-delà, je gigote et tambourine à la paroi. Je ris, puis je dors, je rêve. À quoi? Que je marche. Cependant, tous ayant maintenant traversé l'hiver, un nouveau printemps s'avançant, ils reviennent sous le chandelier à cette branche, le condamné dans sa cage, le public, peu nombreux, l'avocat, le procureur général et ses aides. Quand la garde annonce la cour et que tous se lèvent, posés sur les mêmes toges noires, ce sont de nouvelles têtes qui surgissent. Remplaçant le jury de première instance, les juges de la cour suprême prennent place. Ils sont 5 cette fois. C'est l'avocat massif aux cheveux blonds et ras de parler. Dans une sensation de ressassement, il répète devant la juridiction d'appel ce qu'il a plaidé 8 mois plus tôt, déployant les mêmes arguments, les poussant toutefois un cran plus loin, n'ayant plus rien à perdre, jouant le tout pour le tout, redisant de sa voix grasse et égale l'incompétence du tribunal, l'illégalité de l'enlèvement dont son client a été la victime, demandant la comparution de personnages haut placés, les ministres de la justice des deux pays, tentant d'impliquer un secrétaire d'État du gouvernement de Bonn qui avait autrefois apporté son concours à la rédaction des lois raciales. L'avocat jetant ses dernières cartes, perdues d'avance, lançant des menaces, en appelant aux Nations Unies, faisant tout pour infléchir la décision, redisant qu'il n'avait été son client qu'un exécutant, récusant une nouvelle fois la légitimité de l'État d'Israël à conduire le jugement, demandant à ce que soit rouvert le dossier hongrois, en particulier celui de l'affaire Kastner, qui pourrait remettre à vif des plaies non encore tout à fait refermées, invoquant de grands noms philosophiques, le baron de Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau, pour condamner la peine de mort. Alors, le procureur se lève pour son ultime prise de parole et répète les mêmes arguments contraires qu'il a déjà donnés à 10 reprises, mais maintenant sans avoir à hausser le ton, et rejette de nouveau, une à une, toutes les demandes de la défense. Quand il se tait, les 5 juges se retirent pour délibérer, laissant pour la seconde